Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est comme toujours, comme Torjou, une émission sur le patrimoine vivant, immatériel, les savoir-faire d'hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un champion d'Europe. Et oui, en montant sur la première marche du podium en Pologne le 9 septembre dernier, Bastien Verret a offert à la France et à la Vendée la toute première médaille d'or de son histoire lors de la compétition Euroskill. Vendéen, il travaille dans la concession Mercedes de La Roche-sur-Yon et il vient nous parler de sa victoire et plus généralement de son métier, sa passion, la peinture automobile. La peinture en l'huile. Alors mes petits peintres, c'est bien difficile sans huile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. né avec un pinceau dans une main, une toile ou plutôt une tôle dans l'autre, Bastien Verret est tombé dans le pot de peinture quand il était tout petit. La peinture automobile, c'est une vocation, un destin ou plutôt un grand dessein qu'il nourrit depuis sa plus tendre enfance. Car oui, avant de peindre des voitures, on peut imaginer qu'il en a dessiné des autos. En autodidacte, il a tapissé les murs de sa chambre avant d'en faire son métier. Que voulez-vous? La voiture, c'est son dada. Un vrai toxico du taco. Un déjanté en roue libre. Un arbre à cames shooté au joint de culasse qui sniffe de la ligne blanche à longueur de journée. Peindre, ça lui donne des ailes. Ça lui ouvre des portes, des capots et des toits. Alors, pas étonnant à présent qu'il tutoie les étoiles, les podiums des stars de sa discipline. Dans son atelier, à cœur ouvert, une malle de couleurs, une gamme de tons, des tubes de joie, du brillant, du vernis, du mat, un peu de pâte à modeler ou à moduler, des pistolets de fantaisie. Ça ponce, ça pense, ça peint tout ce qu'il aime. Peintre en sentiment, voilà, c'est son métier. Sa sagesse, c'est son trait. Qu'il soit de pinceau ou d'esprit, il travaille comme une bête de traits. 10 traits à la minute, prêt à passer des heures et des heures dans le bruit et l'odeur, dans des postures pas toujours très confortables, à réparer, restaurer, bichonner, chouchouter, faire briller, admirer et se mirer dans la carrosserie tellement elle brille. Bastien a le goût des belles mécaniques, le savoir-faire. Il sait redresser les tôles, magnifier les vieilles caisses. Faut dire qu'il a la classe A. Il Mercedes sans la voiture du pont et la Jaguar bien comme il faut en position Lotus. Là, il prend soin d'elle, il pomponne ses poignées de porte, clean sa carrosserie, la recouvre d'une couverture pour ne pas l'abîmer. Styliste de l'automobile, il taille à chaque véhicule un costume sur mesure. Chaque courbe, chaque ligne est soigneusement pensée. Que voulez-vous, Bastien a la rock'n'roll Royce attitude de l'élégance, de la rigueur, de la perfection. Porsche favor. Il s'illustre dans les illustres, se glisse à dessein dans chaque dessin et obtient haut la main son diplôme des Beaux-Arts. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, attention, roulement de tambour de frein, klaxon de félicitations, hurlement de pneus, le voilà qui décroche la médaille d'or au championnat d'Europe de peinture en automobile. En Pologne, chapeau l'artiste. Mais alors au fait, comment on devient un champion ? Comment se passent les épreuves? Quel entraînement? Quelle stratégie déployer? En quoi consiste son métier? Quelles qualités pour l'exercer? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité Bastien Verret. Soyez le bienvenu, on est très heureux, c'est un honneur de recevoir un champion d'Europe, médaillé d'or sur le plateau. Alors, avant de se lancer dans le sujet, puisque vous nous racontiez les coulisses de cette compétition, permettez-moi de vous présenter deux belles pièces de collection, carrosserie d'origine encore comme neuve. Ce sont nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Regardez-moi, c'est une carrosserie parfaite, là, oui. Bien pâturlurée. Juste ce qu'il faut, c'est que du naturel. Voilà, avec l'élégance du petit nœud papillon. Oh ben oui, ça rappelle le printemps. Comme Torjou. Alors au menu, est-ce que le sujet du jour vous inspire ? Ah oui, bien sûr. Oui, alors, bien sûr. Comment on le décline en cuisine, par exemple? Comment on pourrait fêter? Moi, je décline avec tous les poissons bleus, le maquereau, le thon, voilà. C'est la pleine saison de ces petits poissons-là qui sont très agréables à cuisiner de façon facile. C'est de la saison, il faut en profiter, voilà. Puis je crois que Bastien est un peu amateur parce qu'il vient de l'Île-Dieu. Oui, en plus, oui, complètement. J'aime bien le poisson. Vous aimez bien le poisson. Et puis, l'Île-Dieu, voilà aussi un lieu que vous connaissez très bien, Jean-Pierre Bertrand. Vous avez collecté, tous les îlets ont été collectés, c'est bien clair? Oh, sans doute, oui. Depuis 83, la première fois, oui. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup l'Île-Dieu, mais aussi parce qu'il y a une ambiance particulière. Alors moi, évidemment, je n'ai pas trouvé dans nos archives des champions du monde de la peinture automobile. Ouais. Mais j'ai trouvé que quelques archives de ceux qui se souviennent de la première automobile
quand même, c'est de l'avant-guerre. Hein. Et donc on entendra 2 témoignages autour de ces personnes qui pour elles étaient aussi un événement. Ouais. Et est-ce que vous, enfant, alors c'était bien après, mais est-ce que vous vous souvenez aussi des automobiles dans les villages qui n'étaient pas forcément hyper nombreuses, moins nombreuses qu'aujourd'hui? Vous avez des souvenirs encore de... Moi j'ai des souvenirs. Oui, de toute façon, on a tous vécu les automobiles, je ne vais pas dire en nombre, mais presque. Non, ce que je me souviens, c'est que où j'habitais, à côté de chez mes parents, il y avait un casseur automobile. Et je me souviens des taxis... comme ceux de la Marne, des choses comme ça, qui étaient dehors pour qu'ils les cassent pour récupérer le cuivre. Voilà, moi je me souviens de ça, on allait, nous gamins, regarder ça, et je crois que j'ai eu la touche à l'époque de voir des belles automobiles qui allaient être cassées pour le cuivre. Vous les cassez pas, vous les réparez. On les a cassés, ils arrivent cassés, mais on les répare. Alors c'est quoi le travail d'un peintre automobile? Alors... Le peintre auto, son métier consiste à réparer les bobos de surface qu'on peut retrouver au quotidien, donc une rayure, un coup de portière au supermarché, voilà, c'est vraiment un défaut de surface. Et on prend le travail après un carrossier qui lui va venir remettre en forme la tôle, la redresser, l'aligner, et moi je fais la finition de son travail. Un coup de peinture, puis c'est bon. Oui, on va dire ça. Non, j'imagine qu'il se cache derrière cette peinture. Il y a tout un savoir-faire, plein de gestes avant de peindre, peut-être il y a énormément de compétences à aligner avant de pouvoir prendre le pistolet. Donc oui, c'est beaucoup de travail. C'est un métier qui paraît facile, mais qui est complexe. Et si on loupe une étape... malheureusement, ça se verra sur le résultat final. C'est vrai. Et alors, du coup, faut quand même bien s'y connaître en mécanique ou pas du tout? C'est vraiment... Non, c'est un métier où je pense que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. On va à l'école, voilà, j'ai fait mon CAP, mon bac, on sort, et après, c'est avec l'expérience, l'expérience et l'envie, on devient meilleur. Dans le billet d'intro, je parlais de positions qui sont parfois inconfortables, c'est vrai ça, parce que j'imagine qu'il faut de la patience, on n'arrive pas à un produit nickel du jour au lendemain, dans des positions et selon les endroits de la voiture, j'imagine que c'est des qualités qu'il faut développer. Oui, il y a forcément une gestuelle à avoir, il y a des positions un peu particulières, dans les garages, voilà, on n'est pas forcément sur des ponts tout le temps, donc oui, il faut s'adapter à chaque situation et à chaque véhicule. C'est un métier aussi où vous êtes face à tout ce qui est, je pense, des produits qui sont quand même pas toujours, parfois dangereux en tout cas. Ça veut dire qu'il y a des protections, ça mérite de bien connaître les produits avec lesquels on travaille. Oui, alors l'avantage de ce métier, c'est qu'il évolue tout le temps. Donc du coup, les produits deviennent de plus en plus écologiques pour la planète et pour nous. Donc maintenant, on peint en peinture à l'eau, c'est beaucoup plus... safe pour nous. Mais on a quand même des EPI à respecter et il faut les porter parce qu'on se met en danger pour avoir une maladie plus tard. Mais par contre, c'est un métier qui devient plus sécuritaire sur ce point-là par rapport à il y a 50 ans où là, oui, on tombait malade à 50 ans. Voilà. Alors c'est quoi la tenue du peintre? Du peintre autour. C'est déjà une combinaison de peinture, blanche généralement, et un masque, lunettes, une capuche, des gants, puis après mes pistolets. Et les pistolets. C'est un métier dans lequel on retrouve des défis dans votre formation. Vous aviez de plus en plus. De plus en plus. D'accord. Ça se féminise. Puis elles ont un côté un peu plus dans le détail. C'est vrai. Un peu plus dans le détail. Donc elles font des belles choses. Et vous, votre parcours, ça a toujours été l'objectif depuis que vous êtes petit. J'invente quand je ne sais pas. J'ai dit que vous étiez tombé dans l'automobile ou la passion de l'auto. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'imagine, c'est des métiers passion. Moi, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce métier, mais à 9 ans, j'ai décidé de faire ce métier-là parce qu'il m'attirait, il m'appelait. C'est comme ça. Et malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé plus jeune, à 10 et 13 ans. Et je ne pouvais plus faire ce métier. Du moins, les médecins avaient refusé parce que j'ai un poumon en moins. Et moi, je voulais prouver que c'était possible. Je peux le faire quand même. Vous le prouvez plus que vous ne le prouvez, puisque vous décrochez aussi l'excellence avec la médaille d'or. Alors, c'est quoi ce concours? On y reviendra aussi tout au long de l'émission, mais en 2 mots, c'est quoi ce championnat d'Europe? Ça existe depuis longtemps? Non, donc le championnat d'Europe, c'est la première édition. Donc, cette année. Mais par contre, il y a eu plusieurs éditions pour le mondial.
Avant, il n'y avait que le mondial. Et ça consiste, en gros, c'est des ateliers éphémères créés dans des tentes où on va travailler 3 jours comme dans un garage avec tout l'équipement et des cabines, tout ce qu'il faut. On fait la compétition et le lendemain, c'est supprimé. Le site exposition est vide. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est vraiment éphémère. C'est éphémère. Et on retrouve plus d'une quarantaine de métiers à l'Europe et une 60aine au mondial. D'accord. Voilà. Et tous les métiers. Et là, vous étiez accompagné par votre employeur. Donc, je disais, vous travaillez chez Mercedes. Ils sont sponsors de... Pas du tout. Pas du tout. Là, en fait, ils m'ont accompagné dans la partie pour que je puisse avoir du temps libre. Ouais, donc moi, le lundi, je me concentrais à l'entraînement. Ok, parce qu'on s'entraîne. Et du mardi au vendredi, je faisais ma semaine de 40 heures comme mes collègues, mais j'ai pu arranger mon planning, parce que c'est important. Et ils m'ont aussi permis d'avoir l'accès à tous les produits nécessaires pour la compétition. Et à un lieu de travail, forcément, pour travailler. Et ça, c'est déterminant, d'avoir accès avant aux produits, pas les découvrir le jour J. Mais alors, j'ai accès à une partie, parce que le jour J, il y a 30% qui changent du sujet, donc il faut s'adapter, évidemment. Et donc, capacité d'adaptation. Là, il n'y a pas le choix. Et oui, vraiment, c'est important de s'entraîner avec le produit, parce qu'il va réagir d'une certaine façon ici en Vendée, et par contre en Pologne, il peut réagir d'une autre façon, parce que l'humidité rentre en jeu, l'environnement, c'est des tentes, il y a la clim. Donc il faut déjà le connaître par cœur au travail pour pouvoir le mettre en performance le jour J. Ça veut dire quand vous dites le lundi je m'entraîne, c'est vous essayez plein de produits, vous répétez des mouvements. C'est ça, c'est de la gestuelle répétée. On refait du module, des modules des sujets. Donc un matin, si je veux faire ça, je ferai ça toute la matinée. Et là, j'essaye plusieurs variantes, version lent, rapide, accéléré. Si on peut tout modifier, c'est de la chimie, c'est de la peinture. Donc, et de la partition, parce que quand vous dites qu'il faut accélérer, c'est une chorégraphie quasiment. C'est ça, et il faut jouer avec le produit pour gagner du temps dans nos épreuves et être capable de la finir dans l'heure, quoi. Enfin, dans les heures demandées. Donc, faut faire qu'un avec elle et jouer. Un autre qui connaît bien ses produits, c'est aussi ce qui fait la magie de sa cuisine, c'est Jean-Pierre Pouvreau, et c'est maintenant, on va passer à table avec lui. C'est vrai, ça, c'est la clé, bien connaître ses produits. Mais c'est la base et la clé de la bonne cuisine, comme de la peinture. Je me posais la question si avec 2 pistolets, comme les cow-boys, on peut être plus performant qu'avec un. Tirer plus vite que son ombre. Vous venez beaucoup plus que 2, donc. Parce qu'on s'imagine toujours qu'il n'y a qu'un pistolet, mais non, voilà. Il y a pas mal. À la question. Il y a pas mal. Vous avez l'imaginaire qui fonctionne bien. Tout le temps, je suis entre ciel et terre en permanence. C'est bien. Et c'est communicatif, c'est bon. Le Luc et Luc de la cuisine. Non, mais c'est une image qui venait naturellement, je me permets de la poser, voilà, toute bienveillance. Oui, alors donc, mais le maquereau, alors évidemment, c'est la saison du maquereau, et bon, notamment, on trouve également du maquereau fumé. Alors bon, là, il y a la recette du maquereau frais, qui est excellente. Alors, c'est basique comme tout, les maquereaux, ils sortent de l'eau, il y a pas longtemps, et donc, on les lève en filet, on les cuit à la vapeur, ou on peut les cuire entiers et les décortiquer après. Et on enlève toutes les petites arêtes qu'il y a sur les filets de maquereau frais, et puis ensuite on les met dans un bol où on peut le malaxer à la main, et on met à peu près entre 1/3 et 1/4 de beurre. Ça se peut se faire de façon naturelle, je vais dire. Et on met un jus de citron, du sel, du poivre. Il y a rien de plus simple que ça. Et éventuellement, si c'est trop consistant, on allonge avec un petit peu de crème, éventuellement. Selon les goûts. Selon l'humeur. Ouais, selon l'humeur. Du pain, du beurre. Et du pain, et pas de beurre. Non, des rillettes de maquereau. Ah oui. Attention, Sébastien. Mais surtout du pain rassis. Le seul pain qui a du goût, c'est le pain rassis. Mais c'est plus à la mode, je me permets d'en parler régulièrement. Mais c'est bien, vous faites bien, parce que... Voilà, depuis déjà c'est vrai. 9 ans, je parle des pains rassis. Et alors, donc, je vais pas être trop long. Les rillettes de maquereau fumé, bon, vous prenez 500 grammes de maquereau fumé qu'on peut trouver dans les bonnes maisons, chez les bons poissonniers. Alors, on rajoute un petit peu de Saint-Moret ou un fromage similaire, 150 grammes à peu près pour les 500 grammes. On peut moduler l'équilibre entre les matières grasses et le poisson. On enlève la peau, on met du piment d'Espelette. On met également
un jus de citron qu'on module suivant le goût, on goûte et on voit si ça colle, de la ciboulette, et voilà, vous avez des rillettes de maquereau fumé basique. Voilà 2 recettes ultra simples et rapides à faire pour l'apéritif avec les copains, ou même si on a un après-midi ou une soirée où on est à l'eau, pourquoi pas, bon, voilà pourquoi pas. Et donc voilà 2 recettes faciles à faire, puis que vous pouvez les conserver dans votre frigo, vous les mettez et ça se conserve 8 jours sans problème. Vous saupoudrez ça de ciboulette et c'est un vrai bonheur. Et enlever les arêtes, c'est pas trop compliqué? Non, il faut de bons yeux. Il faut de bons yeux. On enlève les arêtes et la peau. Moi, je suis un fanatique de la peau du poisson parce que la peau du poisson donne un ramage particulier. Alors, s'il y a des écailles, il faut les enlever, mais la peau du poisson est un des éléments de base. Alors, souvent dans les recettes, on enlève les peaux du poisson et moi, je les laisse. Voilà, donc il y a plusieurs versions différentes. La peau du maquereau fumé, par contre, il faut l'enlever. Puisque là, elle est épaisse, puisque le poisson, il a fumé, donc il a pris un petit peu de consistance, il s'est un peu cuit, avec le fumage. Donc là, il faut enlever de la peau. Voilà. Voilà, ça peut se faire de façon instantanée, il suffit d'avoir les bons éléments. C'est relativement facile, en fait. C'est basique, c'est facile comme tout. Mais il faut aller aux recettes faciles si on veut faire de la cuisine, parce que... Il me regarde l'air, tu sais pas faire ça, toi? Non, je dis comme d'habitude. Ah bah oui, tout est facile, ah bah oui. C'est comme quand Bastien, il nous dit, oh bon, c'est facile, peindre. Alors le problème qu'on a, c'est que quand on est habitué, les proportions, je suis obligé de repeser les ingrédients pour le mettre le normer, quoi. Autrement, ça se fait de façon instinctive, comme quand on a la technique, après, c'est l'instinct qui demande. C'est le savoir-faire. Bastien, je reviens vers vous. Vous parliez de la compétition, de produits qui changeaient. Mais alors, on s'exprime en Pologne, en polonais, et vous maîtrisez parfaitement le polonais. Comment ça se passe quand on est dans une compétition internationale? Alors, pour l'Europe, c'est en anglais. L'ensemble de la compétition est en anglais et je n'ai pas de traducteur ou traductrice. D'accord. Donc, j'ai dû prendre des cours d'anglais pour faire la compétition. Au moins avoir le minimum pour m'en sortir, parce que je n'ai pas le droit de parler à mon expert. La communication entre nos experts est interdite. On n'a le droit qu'à 15 minutes le matin, avant le début, mais pour toute la journée. Donc sur les 3 jours, on se voit que 15 minutes. Alors votre expert, c'est votre staff, c'est votre équipe? Alors mon expert, c'est mon coach qui est avec moi dans l'arène. Votre coach, d'accord. Vous êtes une équipe? On est une équipe et l'expert, lui, est vraiment avec moi. Il m'accompagne, il me connaît, et moi je le connais. On se fait confiance. Et c'est lui qui est avec moi, il voit tout ce que je fais dans l'arène, mais il peut pas intervenir. Et je peux pas lui parler non plus. Vous voyez? On se voit. Il y a des regards qui traduisent des choses quand même? Oui, un regard. Quand on se connaît bien. Un regard, un regard, on sait tout de suite ce qu'on voulait se dire. 40 challengers, vous disiez? Nous, on était 7 dans mon métier, 7 pays. 7 pays, d'accord. Mais par contre, il y a plusieurs métiers, il y a 40 métiers, en tout 44 métiers, il me semble. Donc, puis de tout horizon possible, alimentation, tout, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Et du coup, ça s'est joué, ça a été serré par rapport au deuxième ou vous aviez vraiment une longueur d'avance? Non, ça s'est joué serré. C'est vrai? Très serré. Sur 800 points, on finit à 2 points d'écart. Waouh. Et ramené sur 100, ça fait 0,30 des bananes, 0,38 je crois. Et non, c'était très serré. Vous y croyiez ou est-ce que vous sentiez que vous aviez quelque chose? Les 2 premiers jours, j'y croyais. Parce que j'ai jamais sorti un tel niveau. C'est vrai? Vous êtes surpassé? Je pense que c'est le fait de la compétition, en fait, quand on est dedans. Voilà, et on était vraiment à un bon niveau et je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose de joli. Et le 3e jour? Une grosse erreur. Mais c'est la compétition. Et une grosse erreur le matin et là je sais que je perds ma médaille là à ce moment-là. Dans ma tête, je perdais ma médaille parce que c'était pas une petite erreur, c'était un module raté. Donc c'est que vous avez excellé à côté. Oui, à côté, j'étais très content de mes performances. Et l'après-midi, il restait une épreuve, la dernière, la plus dure, celle qui avait le plus de points et il fallait la sortir absolument bien. Et vous l'avez sortie? Et on l'a sortie très bien. C'est super. Comment on se prépare? Alors vous parliez des lundis d'entraînement, mais aussi mentalement. Comment on gère le stress? Parce que j'imagine qu'on n'est pas tout à fait le même. Vous le disiez, ça vous a boosté, mais il faut aussi
garder cette tranquillité à faire les choses. Comment on s'y prépare? Il y a un coach mental aussi? Oui, alors on a une équipe métier. Donc là, c'est une équipe qui est que pour le métier, qui nous apporte le soutien technique, qui est avec nous pour nous entraîner. Et à côté, on se rejoint en équipe de France, donc avec tous les autres compétiteurs de tous les autres métiers, tous des champions de France ou vice-champions de France. Et là, on a un staff, donc préparation physique, préparation mentale, alimentation, avec des kinés. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Et on a, donc là, dans ces parties-là, on travaille le mental, le physique, la gestion de la compétition, parce qu'on a des informations au fur et à mesure de l'année. Donc pour commencer à s'imprégner de l'environnement où on va être et pouvoir arriver un peu plus facilement. Donc en préparation mentale, mon défaut, c'était la confiance en moi. J'étais pas trop confiant et j'arrivais pas à me laisser y aller, quoi. Donc il y a eu une très grosse préparation mentale pour ma part et là j'ai bien changé sur ce point-là. Et puis votre parcours parle de lui-même. Quand vous nous dites 10-13 ans, on m'interdit ce métier. Et pourtant, c'est bien celui que vous exercez. Et vous remportez la médaille d'or. Donc, s'il n'y a pas de lagnac, vous pouvez avoir confiance. Le petit garçon qui ne croyait pas en lui, il peut croire en lui aujourd'hui, sans problème. Après, j'étais très très bien accompagné et ça fait que m'aider. Ils m'ont aidé. Et c'est une participation possible l'année prochaine? Vous le remettez en jeu ou c'est vraiment one shot? Je peux pas parce que faut pas dépasser 23 ans l'année de l'international. Par contre, si on a 14 ans et qu'on veut le faire, il n'y a pas de souci. On peut le répéter 1, 2, 3 fois tant qu'on n'a pas 23 ans l'année du mondial. Mais bon, après, vu le niveau que c'est, il faut quand même un peu d'expérience, un peu de bouteille. Mais par contre, c'est un jeune qui veut y aller, il peut. Et il fera son expérience avec la compétition. Donc il peut devenir très bon, mais au début, il faut. Et en France, on est bon? Oui, en France, on est bon. C'est une discipline où En peinture, on est cette année champion du monde, champion d'Europe. Victor Berthelli. C'est ça. En même pas un an, la même édition. Donc c'est. Chapeau bas. Chapeau. C'est incroyable. Le premier et deuxième français qui font premier au niveau international. Incroyable. Je vous propose, Bastien, un petit bond dans le temps. On va s'intéresser aux premières voitures avec Jean-Pierre Bertrand de Boucher. Oui, c'était un objet de convoitise, les premières automobiles. Alors pour les uns, c'était des bêtes animées par le diable. On n'en voulait pas, on ne voulait pas en entendre parler. Par contre, très très vite, ça s'est imposé. Il faut dire qu'il y a eu une transition qui est curieuse parce que l'automobile s'installe en fait sur la carrosserie de véhicules hippomobiles. Les premiers engins, ce sont des engins hippomobiles, tout en bois, avec un peu de cuir pour les sièges et des choses comme ça, mais c'est là-dessus. Et les peintures de l'époque, où il y a plein de filets et tout, on est dans la logique des véhicules hippomobiles. Alors, dans nos campagnes, évidemment, ça a été des révolutions. On va entendre 2 personnes. La première, c'est Raymond de Bourrasso, des herbiers, qui se souvient, vers 1934, de l'arrivée de la première automobile, et surtout, de l'effet que ça produisait sur les enfants. Ah bah oui, j'imagine. On écoute. Moi, je peux te dire que j'ai connu les enfants qui étaient en campagne et puis qui venaient dans le bourg en voiture à cheval. Mais quand les premières voitures ont commencé à venir, mais alors je ne te dis pas, les hurlements des gamins, alors c'est une vérité, les hurlements des gamins de campagne, quand on les montait dans une voiture automobile, mais alors ils avaient la frousse, ils hurlaient. Alors qu'aujourd'hui, tu montes un bébé, il en prend tout de suite l'habitude, premièrement. Il y monte avant de connaître ce que c'est que la peur. Mais là, ces enfants-là, ils montaient à l'âge de la peur. Et ils hurlaient en auto. Ah oui, j'imagine, c'est pas rien. Ah oui. Alors le deuxième sujet, c'est ce que ça a amené comme révolution sur le plan du professionnel, parce que les temps de déplacement n'étaient plus les mêmes, entre la marche à pied pour beaucoup et puis quelques-uns les véhicules hippomobiles. Les premières automobiles ont été des révolutions, surtout dans nos bourgs. Et là, on va entendre Robert Rocher de Saint-Prouan, qui nous parle de la première voiture qu'il a eue en 1945 pour porter le pain. Vous avez continué ce portage? Mais oui. Quand vous avez repris la boulangerie, vous l'avez continué le portage? Oui, mais alors après, évidemment, après la guerre, les voitures ont commencé à sortir. D'accord. Oui. Alors c'était quoi votre première automobile de portage?
Oh, le premier reportage, c'était une Ford. Ouais. Une vieille Ford qui a marché très longtemps d'ailleurs. Une traction, une propulsion, Ben, c'était une traction. Une traction. Oui, oui. C'était une Ford, oui. Ah oui, je me souviens de cette vieille Ford. Et est-ce que je me posais, en voyant les photos, je me posais la question, est-ce que les matériaux changent? Est-ce qu'on voit les voitures aussi souvent qu'on les voyait chez le carrossier pour des retouches? Est-ce que les réparations elles sont plus rapides aujourd'hui qu'hier? Oui, mais alors maintenant les réparations sont plus rapides, tout dépend après du choc qui arrive évidemment, mais on crée des cabines où on rentre le véhicule, on peut le monter sur un pont dans la cabine, on peut poncer, cacher, peindre et il ressort. Magicien. Alors, ça Magicien, commence, il y a une notion de rapidité qui arrive, et les produits aussi du coup. Ah oui, qui s'adaptent aussi. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, j'imagine qu'avec cette médaille, maintenant, vous renégociez votre salaire, vous... Voilà, j'attends des propositions de la saga. Et voilà, très bien. On va attendre. On a passé le message, Bastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Bonne suite, bon projet aussi à venir. Et puis, profitez bien de cette médaille. Merci les Jean-Pierre. Et puis, on va se dire à bientôt. Encore bravo. Merci. Bravo.